Et coucou la YouTube compagnie. Moi j'essaie toujours de vous installer en fait, hein, bien sûr. Je ne vois pas ce que vous voyez. Et on se retrouve pour le défi des 100 jours. Oh, les dents, pardon. Le défi des 100 jours qu'a lancé Gaëlle de la chaîne Capon Scrap Pio Pilo. Que j'espérais finir en fin d'année dernière, que je n'ai pas fini, que je mettais un temps pour faire une page pour pas dépasser les 20 minutes. J'ai dit pour le finir, vu qu'on attaque une nouvelle année, je ne chronomètre plus mon temps pour ça. Voilà. Et donc ça c'est tout ce que j'ai découpé en fait. Que je n'ai pas eu le temps de coller ou que finalement je ne me suis pas servi. Mais là, dans les derniers jours, je me servirai de ça. Pour pas me faire de la chute et des bouts de papier comme ça pour rien. Et je l'enlève. J'ai mis ça, c'est bizarre. Bref. Et je suis à mon jour 62. On a dit que nous sommes le 21 janvier 2025. Hop. Ça. Voilà. Hop. Boum, boum. Voir qu'est-ce que vous voyez. Hop. Alors. J'ai pris, donc c'est de l'arcolage sur 100 jours, en essayant uniquement de venir puiser ces découpages et ce qu'on colle uniquement dans des magazines récents ou pas récents, mais uniquement dans les magazines. Celui-ci date de octobre 82. Voilà. Et j'ai décidé de faire quelque chose sur la gratte-ciel. Mais du coup là pour le coup ce n'est que des trucs un peu morbides malheureusement puisque c'est l'année de son décès. Alors, attention pour les amoureux de slip, le Style City. C'est marrant, je trouve. Moi, il en faut peu pour rigoler, hein. Pas se mentir. Une chapelle ardente est dressée au palais Grimaldi, où les monégasques viennent dire un dernier adieu à leur princesse bien-aimée. Ah oui. Grâce de Monaco conserve pour l'éternité sur ses dernières images sa noblesse, sa beauté, sa sérénité. La mort n'a pas éteint sa splendeur. Une robe de dentelle blanche. La princesse repose dans un cercueil de bois sombre dans la chapelle palatine des Grimaldi. Ses mains magnifiques enlacent un chapelet d'ivoire. Son visage est ceint d'une mantille. Grace porte une perruque faite spécialement par son coiffeur Alexandre. Ses médecins avaient dû en effet couper ses cheveux blonds pour tenter de soigner ses blessures. Bientôt le cercueil va être refermé. Après les grands regards douloureux de tout un peuple, c'est maintenant le monde entier. Foule anonyme devant la télévision. Princes et personnalités dans la cathédrale de Monaco.
qui va rendre un dernier hommage à la princesse disparue. Son image pour l'éternité. Elle était vraiment belle, hein. Le cortège du chagrin. Je vous lis un petit peu ce qui est dit. En arrivant devant la cathédrale, le prince Régnier, entouré de ses enfants Caroline et Albert, au visage marqué par le chagrin, laisse déborder les larmes qu'il a tenté de contenir tout au long du parcours derrière le cercueil de son épouse. Je vous lis un. Moi, ça m'a passionné cette histoire quand même. Du palais qui surplombe la mer à la cathédrale néo-romaine dans les vieilles rues de Monaco, que le deuil rend étonnamment silencieuse. Le cercueil de la princesse défunte défile lentement, porté par 12 bénites en robe blanche et cape noire. Il est recouvert du drapeau blanc, aux armes des Grimaldi. Juste derrière lui, encadré par sa fille Caroline et son fils Albert, le prince Régnier, accablé avance avec la démarche pesante d'un vieillard. Attendez, parce que j'ai le petit gratte comme une malade là-bas. Comme un vieillard. Les sœurs, les frères, les cousins de grâce venus des États-Unis les suivent, précédant les 500 invités de la cérémonie funèbre. Pour parvenir jusqu'à la place de la cathédrale, dont les abords sont jonchés de couronnes de fleurs, le cortège du chagrin mettra plus d'une demi-heure. Un cortège qui, pour le souverain, constitue une double épreuve. Par le même chemin, après leur mariage le 19 avril 1956, Régnier avait, sous les vivats, ramené en son palais l'épouse tendrement aimée qui, pendant 26 ans, allait partager sa vie. Assailli par les souvenirs des temps heureux, il ne peut aujourd'hui cacher sa douleur. Bah tu m'étonnes. C'était des vrais amoureux pour une fois, je pense. Hein. Comme j'ai lu pas mal de petites choses sur eux, pour moi, il était amoureux. Après, on ne vivait pas avec eux, mais voilà. Régnier cherche la main de sa fille. Dans la douleur, il n'y a plus qu'un père et sa fille. Caroline en larmes prend la main de son père. Accablé, tassé, submergé par son chagrin, le prince... Je regarde combien de temps parce que j'ai pas envie de perdre la vidéo, d'accord? Hop. Alors, le prince Régnier reste prostré sur sa chaise pendant presque toute la cérémonie. À sa droite, le visage défait de Caroline se tourne à plusieurs reprises vers lui. Et chaque fois, comme si elle lisait sur les traits du prince, exprimés jusqu'à l'insupportable, toute l'ampleur du drame qui s'est abattu sur la famille, elle détourne son regard. Les officiants résistant avec ferveur la prière pour le prince. Mais rien ne peut plus rejoindre cet homme enfoncé dans sa tragédie et tout à coup, du tréfonds de sa peine et sa solitude, Régnier lance un bouleversant et furtif appel de détresse. Sa main droite, dans un geste imperdu, part à la recherche de celle de sa fille. Caroline, en se penchant vers lui, étreint les doigts de son père. Face à cette communion, dans la douleur, plus personne... Pardon. Voilà, la chute là. Alors attendez, ça on n'en a plus besoin déjà. Pour l'instant, ce sera mieux pour vous. Oh la chute, mes amis, la chute. Putain, quelle boulette. Voilà.
Face à cette communion dans la douleur, plus personne ne voit dans la cathédrale les grands de ce monde venus rendre un dernier hommage à Grâce de Monaco. Il n'y a plus très loin de tous ceux qui sont venus manifester leur affection qu'un père et sa fille, dérivant ensemble dans leurs abîmes de chagrin. C'était quoi l'histoire? Je crois que c'est elle qui conduisait. La main de son fils vient à son tour réconforter Régnier. Le prince Albert doit aussi porter le poids de l'indicible douleur de son père. D'un tendre geste de la main, il tente à son tour d'apaiser la souffrance de cet homme brisé par le chagrin. Albert, Caroline et Rémi sont à cet instant seuls au monde. Très émue, la princesse de Galles a quitté Londres à l'aube pour rendre un dernier hommage et remercier celle qui l'avait aidé à faire ses premiers pas officiels. Aussitôt après la cérémonie, Diana a regagné l'Angleterre pour donner au petit prince William sa technique de l'après-midi. Super. L'hommage du monde entier. La présence de la princesse de Galles, qui représente le Royaume-Uni, aux obsèques de Grâce de Monaco, est un double hommage à cette souveraine exemplaire qui régna avec grâce, simplicité et gentillesse sur la principauté. Hommage à l'amie qui fut une aide si précieuse pendant l'apprentissage royal de Diana. Toutes deux avaient rencontré les mêmes difficultés quand elles durent affronter les exigences du protocole de la cour. La princesse Grâce était présente à leur première grande sortie officielle de Lady Diana Spencer. Cela se passait en mai 81 au Goldsmiths Hall de Londres, et la future princesse dont venait d'annoncer les fiançailles avec Charles semblait encore toute intimidée malgré le décolleté vertigineux de sa robe noire. Grâce de Monaco, qui se trouvait à côté d'elle, l'avait réconfortée et avait même réussi à la faire rire. Depuis, une sincère amitié unissait les deux femmes. Pendant l'office religieux, la princesse de Galles, le visage rougi par l'émotion, n'a pu retenir ses larmes. Plusieurs fois, elle a tourné son regard embué de tristesse vers le prince Régnier et la princesse Caroline. Elle était donc venue entre deux tétés. La princesse de Galles, très pâle, tente de dissimuler sa tristesse sous la voilette noire de son chapeau de style espagnol. Elle n'est restée que quelques heures à Monaco, pressée de retrouver à Londres son bébé, qu'elle nourrit elle-même. Au funérailles de la princesse, tous les grands de ce monde étaient présents ou représentés par des membres très proches de leur famille. La reine Sophie d'Espagne, le roi belge Baudouin et la reine Fabiola étaient venus saluer la veille la dépouille de la souveraine monasque. Le jour de la cérémonie funèbre, les 120 invités de San Réal arrivaient en avion à Nice, avaient été emmenés dans une ronde d'hélicoptère à Monaco, puis à 9h30, ils commencent à gagner sur la cathédrale, entrant par une porte derrière, pour raison de sécurité. Ils s'étaient pliés aux vœux exprimés souvent par la princesse. Pas de fleurs pour les morts, faites plutôt des dons aux œuvres de bienfaisance. C'est avec un profond recueillement qu'ils ont suivi la messe de Requiem et écouté les musiques sacrées que Grâce aimait. En sortant de la cathédrale, ils se sont rendus dans l'un du palais où ils ont présenté leurs condoléances au prince. Après l'hommage du haut personnel du Gotha et du spectacle, ce dernier devait trouver la force d'assister à un second office religieux destiné exclusivement à ses sujets. Super! Prince, roi et chef de l'État étaient là. L'ex-reine Anne-Marie de Grèce,
la princesse Paola de Belgique et la grande-duchesse Marie-Charlotte du Luxembourg, la comédienne Fanny Ardant, Daniel Mitterrand, Nancy Reagan, Cary Grant et sa jeune femme, l'ex-impératrice Farah de l'Iran, Karimaya, son épouse, le Begum Salima, Madame Claude Pompidou, elle, Claude Pompidou, non, excusez-moi, j'ai de la merde, là. Ouais. Ouais. Les Kelly pleurent celle qu'ils appelaient la petite sœur. Ouais. Alors, il y a un peu là. Aussi ni aussi nombreux, c'est quoi dit comme originaire basquien. Au cours du service funèbre, il était placé derrière Régnier et leur neveu Caroline et Albert. Leur mère, âgée de 93 ans et malade, n'avait pas pu se déplacer. Monsieur et Madame Kelly avaient su admirablement enlever leurs 4 enfants. Élevés, pardon. Il leur avait donné à la fois l'indépendance et le sens des traditions familiales. C'est ainsi que la princesse Grace avait acquis en 1974 la propreté de 15 hectares situés près de Newport, dans le comté de Mayotte, en Irlande. C'est là, sur quelques arpents qu'elle avait vécu, son grand-père, avant d'immigrer aux États-Unis, poussé par le misère. Le bouquet de fleurs sauvages déposé par Caroline sur le cercueil de sa mère provenait de cette demeure ancestrale. De l'autre côté de l'Atlantique, le reste du clan Kelly, 40 personnes, s'est retrouvé avec 1500 fidèles à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Philadelphie, berceau de la famille, en Pennsylvanie, pour une messe de souvenirs. La plus émue était May Colombois, l'une des nièces de Grace, fille aînée de Peggy. Le mariage princier de sa tante avait été pour Meg le grand événement de sa vie d'enfant. Pour la première fois, elle avait pris l'avion pour l'Europe, vêtue d'organdie jaune, couronnée de fleurs. Elle était l'une des demoiselles d'honneur. Comme je comprends ton chagrin, le pire malheur qui puisse arriver à quelqu'un est de perdre sa mère, avait dit Caroline Monaco à son amie d'enfance Robertino Rossellini, dont la mère, la grande Ingrid Bergman, venait de mourir d'un cancer à Londres. Cet après-midi-là, tous les membres de la famille Grimaldi avaient passé de longues heures au téléphone pour tenter de réconforter ce jeune homme qu'ils considéraient comme l'un des leurs. Robertino chérissait la princesse Grace, et se sentait chez lui au palais de Monaco. 2 semaines, jour pour jour, après la disparition d'Ingrid Bergman, Robertino apprend l'accident mortel de celle qui était devenue pour lui comme une seconde mère. Face à cette double tragédie, Robertino se trouve 2 fois orphelin. Dès l'annonce du drame, il est descendu à Monaco pour réconforter à son tour cette famille qu'il avait aidé à surmonter son chagrin 15 jours plus tôt. Ces deuils rapprochent soudain Caroline et Robertino, que leurs activités et leur vie amoureuse avaient éloignés. Le malheur fait se rejoindre leur destinée. Eh oui, c'est triste. Paul Belmondo, dans son chagrin, pensait surtout à Stéphanie. La turbulente Stéphanie. Ah oui, il y a Caroline, Stéphanie et Rémi. Est-ce qu'ils en parlent jamais? Il dit Caroline, il parle jamais de la Stéphanie. Non.
La turbulente Stéphanie assistait cet été au tournoi de tennis de Monte-Carlo, tendrement penchée sur l'épaule de Paul Belmondo. Aujourd'hui, elle gît sur un lit d'hôpital de Monaco qui porte le nom de sa mère. Paul Belmondo est venu lui rendre visite avant d'assister aux funérailles de la... Ah oui, elle était hospitalisée, d'accord. Maman est une grande dame, confiait récemment la princesse Stéphanie, qui vouait sa mère un respect et une admiration sans limite. Aujourd'hui, la cadette des enfants Grimaldi pleure, seule dans sa chambre du centre hospitalier. Princesse Grace. Le prince Régnier a attendu 2 jours avant d'annoncer à sa fille la terrible nouvelle. « Maman, maman », a murmuré Stéphanie. Puis, refusant de s'alimenter, elle s'est murée dans le silence et dans les larmes. À plusieurs reprises, un beau jeune homme de sang qui porte un nom aussi célèbre qu'elle est venu lui rendre visite, Paul Belmondo, le fils du célèbre acteur Jean-Paul Belmondo. Et depuis plusieurs mois trié à la jolie princesse. Paul a éclaté en sanglots pendant les funérailles de grâce de Monaco. Il pensait à Stéphanie, qu'il avait encore vue la veille, le cou, le menton et la nuque, emprisonnés dans une minerve. Le prince Régnier a pris des mesures draconiennes afin que sa fille ne puisse regarder les obsèques de sa mère à la télévision. Ce matin-là, Stéphanie a été placée sous sédatif. Son état de santé est encore jugé sérieux. La princesse est incapable de bouger ses membres supérieurs et subira prochainement un examen au scanner. Elle avait ramassé quand même. Donc je vais arrêter de vous dire. Ils sont restés donc 6 ans. Malheureusement, je crois que l'histoire, elle l'a fait conduire. Et elles se sont vautrées. Caroline, Albert et Stéphanie, au temps du bonheur, ils étaient déjà fraternellement soudés aujourd'hui, alors que Stéphanie est toujours à l'hôpital, leur douleur commune débouche sur de nouvelles responsabilités. Auprès de Régnier et des sujets de Monaco, ils devront tenter de combler l'absence immense laissée par l'irremplaçable princesse Grace. Vous descendez avec le chauffeur. Non, nous avons beaucoup de bagages. À tout de suite. Nous partons maintenant. La princesse Grace a reposé le combiné. Ce seront là les derniers mots qu'elle dira à son mari, le prince Régnier, parti 1 heure plus tôt de Rocaille avec Albert et qui est arrivé au palais. Il est 9h05 le lundi 13 septembre. Mais, pardon. Ce seront... La propreté de Rocaille, c'est une habitude, presque une tradition pour la famille princière. Elle s'y installe chaque année vers la mi-août pour y passer les dernières semaines de l'été. Là-haut, à près de 900 mètres d'altitude, à l'heure où en bas le rocher de Monaco est écrasé de chaleur, il y fait toujours doux. La princesse Grace aime cette retraite. C'est une grande maison, crépie de jaune clair aux volets verts d'eau. Elle est bâtie en hauteur, son toit est en tuiles, elle est terrasse, piscine, nanana. Attendez, juste parce qu'en fait, je veux surveiller au cas où si papa de Charlie m'appelle. En plus, ça fait déjà 16 minutes, super. Je vous reprends un peu la lecture, là. C'est une grande maison crépie de jaune clair aux volets verts d'eau. Elle est bâtie en hauteur. Son toit est sur le mont Agel, terrasse, piscine, à la Lidl. Le toit en milieu de cyprès, chêne vert, chêne liège, agrémenté de
toute la végétation de la garrigue. Il y a même des peupliers avec un lac. La princesse a visité le potager, le verger et ne daigne pas même de surveiller les élevages de canards et de faisans. C'est une véritable ferme modèle, en effet, qui est installée dans la propriété. 9h20, la journée promet d'être encore belle et chaude. La princesse, qui s'est habillée légèrement d'un classique chemisier blanc, d'une jupe beige et de chaussures assorties, traverse la terrasse en compagnie de sa fille Stéphanie. De la mer au loin, elles n'aperçoivent qu'une brume blanche confondue avec le ciel. Ici, c'est la paix et le silence. Il est 9h30 lorsque l'athlétique garde blonde, coiffée d'un calot noir et vêtue de kaki, un pistolet à la ceinture, salue la voiture qui franchit la grille verte de la propriété. La princesse Grace tient à raccompagner sa fille qui doit prendre le train bleu. Aujourd'hui même pour s'inscrire dans une école de styliste à Paris. Et puis ce trajet à deux ne lui déplaît pas. Il constitue une occasion supplémentaire de pouvoir se parler seul à seul. La fraîcheur entre par les vitres baissées. La voiture s'engage doucement à travers le maquis. C'est une bonne voiture. Grace l'apprécie beaucoup, une voiture puissante, une Rover marron, 3500, 20 chevaux. 3520 chevaux, 8 cylindres avec boîte automatique qu'elle possède depuis 10 ans. 1 kilomètre de route étroite et sinueuse jusqu'au golfe. Puis ce sont 3,5 km de plongée sur le départemental 53 avec 4 virages en épingle à cheveux difficiles à négocier. Au flanc de la montagne, d'où l'on aperçoit tout au long, sur la droite, les tuiles roses du village de la Turbie et, plus bas encore, les buildings de la Principauté. 9h48, c'est précis, hein. Stop au croisement de la route de Menton. Un gendarme de la Tourbie reconnaît la voiture. Il témoignera plus tard que c'était la princesse Grace qui était au volant et lui laisse le passage. Départemental 37 à gauche, itinéraire de la moyenne corniche pour atteindre la Principauté. Sur cette route touristique, le trafic est intense. Camions, autocars, voitures et l'étroitesse de la chaussée rendent le parcours dangereux. À chaque moment, il n'est possible de dépasser le 60 à l'heure. La princesse le sait bien. Elle connaît parfaitement le trajet de 9 km qui mène à la Principauté avec ses 3 derniers virages en lacet. J'adore cette maison, a-t-elle confié un jour à l'un de ses proches, mais je souhaiterais la vendre. La route est si dangereuse que j'ai peur d'un accident pour l'un de mes enfants. À bord de son camion, Yves Raimondo suit le rover depuis 3 minutes. Première courbe douce, sous l'arc formé par 3 pins, parasol. Puis c'est l'arrivée au premier virage serré. Devant lui, le rover ralentit normalement, légère accélération pour ressortir, et déjà on aperçoit le deuxième épingle devant la piste de l'aéroclub de Monaco. Toujours rien d'anormal. Soudain, à environ 200 mètres du dernier virage, Yves Raimondo voit la voiture zigzaguer jusqu'à frôler la montagne à sa gauche. On aurait dit, explique-t-il, une faute d'attention. Je klaxonne et le rover se ressaisit. Elle roule droit à nouveau sur 80 mètres et puis toujours tout droit. Alors je ne comprends pas. Le virage arrive, je ne la vois pas ralentir. Les voyants arrière ne s'allument même pas. Elle n'essaie même pas de tourner et j'ai l'impression qu'elle va de plus en plus vite. C'est trop tard. Elle disparaît en contrebas. Monsieur Sesto Lecchio, 63 ans, horticulteur, lève la tête de ses sillons de fleurs à cause du bruit. J'ai cru d'abord à un accident de Canadair et puis j'ai vu la voiture heurter les arbres et faire des tonneaux. La voiture est immobilisée à quelques mètres de lui, sur un terrain plein devant la maison.
les roues gauches en l'air. Non loin de là, Monsieur Pierre occupe à surveiller les travaux de sa villa en construction à court. Ouais, c'est triste, hein. Les deux hommes tournent autour de la voiture, impuissants. À l'intérieur, une jeune femme crie « Sortez-nous de là !» Il affirmera que la jeune princesse avait le feu à ses pieds au même instant. Monsieur Pierre se précipite sur son chantier et revient avec un mandrier pour écarter les tôles et libérer la porte. Là-haut, sur la route, un autre chauffeur de camion de l'entreprise Alberti s'est arrêté. Il s'appelle aussi Raimondo, mais prénommé Dominique. Il dévale la pente en courant. Dans sa trajectoire, la voiture a décapité le premier arbre, un sapin, puis elle a plié les broussailles et les jeunes pousses et arraché l'écorce des pins. Deux hommes étaient en train de sortir une jeune fille par la portière avant gauche, témoigne-t-il. À l'arrière, parmi les vêtements, il y avait une femme. Elle était tendue sur le dos, en travers des sièges, la tête posée sur la lunette arrière. Ses cheveux lui couvraient le visage. Je lui ai parlé, je lui ai dit ça va, et puis est-ce que vous m'entendez ? Elle n'a pas répondu. Quelqu'un m'a dit alors qu'il fallait la laisser et ne pas y toucher. Extraire de la voiture Stéphanie et Gros J. Elle marche seule, elle est vêtue de jeans, blouson et pantalon. Elle va s'asseoir sur le seuil de la maison en répétant « Maman est morte, il faut aider maman ». Madame Toulouse. Une voisine s'assit près d'elle et un bras autour de son épaule essaie de la calmer. La jeune fille en pleure. Elle a une large éraflure sur le bras. « J'ai mal à l'épaule, gémit-elle. Et puis, il faut prévenir papa. Qui est ton papa ? C'est le prince, je suis Stéphanie. » Ouais. Je suis Stéphanie. Et maman est dans la voiture, c'est Stoll horticultarante. Mais oui, dit-il. 10 minutes plus tard, les gendarmes sont là et les pompiers de Monaco aussi, qui arrivent immédiatement après. On s'y dégage les débris de verre, les lunettes arrière, et aussi a glissé le corps de la princesse Grace sur une civière. Une voisine remarque qu'elle a la jambe droite complètement déviée, une vilaine fracture. Un pompier demande alors une serviette qu'il pose sur le haut du visage de la princesse, masquant ainsi ses yeux grands ouverts. Sanglée dans une couverture, la blessée est ensuite portée dans une ambulance. On avait déjà allongé Stéphanie dans une première ambulance qui est partie. Il est 10h25. Les gendarmes font leur première constatation. La voiture a fait une chute de 38,50 mètres et a effectué une tournante, vite brisé, siège. Et l'heure du choc était 9h54. Il est 10h45 lorsque la deuxième ambulance, celle où est la princesse Grace, toute sirène hurlante, franchit les portes de l'hôpital Princesse Grace pour l'entrée, donnant directement accès aux ascenseurs. La princesse est transportée au premier étage, chambre 112, pour les premiers. Première chambre 112, pour les premières exactement. Plus tard, elle est montée au bloc opératoire. Par la porte de la salle d'attente, une malade voit alors passer un chariot poussé par deux infirmiers. Le drap, d'où dépasse seulement une mèche blonde, confirma-t-elle plus tard, était masculé de taches de sang. Quand le prince Régnier et son fils Albert arrivent à l'hôpital, il est 11h. Ils ne peuvent voir de suite la princesse Grace transportée en salle de réanimation. Ils sont conduits directement près de Stéphanie, chambre 113. La dernière au bout du couloir, au premier étage, juste à côté de celle réservée à sa mère. Allongée sur son lit, la jeune fille pleure en demandant des nouvelles de sa maman. De chaque côté, son père et Albert lui tiennent la main en la consolant. Ils ne peuvent pas la prendre dans les
dans leurs bras. Elle souffre d'une douleur terrible au dos. Il n'imagine pas à cet instant la gravité de l'état de la princesse. Stéphanie tente d'expliquer par bride qu'elle a voulu freiner, qu'elle est accrochée au frein à main et peut-être aussi au levier de vitesse. Elle ne sait pas exactement. Le professeur Châtelain, chirurgien en embryo du centre hospitalier Prince, en trouve la porte de la chambre de Stéphanie. Il invite les deux hommes à le suivre. Le prince et Albert sortent pour écouter le premier bilan concernant la princesse Grace. Grave fracture du fémur droit, fracture des côtes et de la clavicule et divers traumatismes. Pour l'instant, il n'apparaît pas de risque mortel dans ses conclusions. Attendez. Alors, j'en étais où moi? Cette opération effectuée... Alors, attendez. Le professeur Châtelain décide dans un premier temps de réduire la fracture du fémur de la jambe droite. Cette opération effectuée, la blessée est ensuite de nouveau transportée en réanimation, puis ramenée dans sa chambre. Elle est allongée sur le lit métallique blanc. La chambre est simple, des murs de couleur blanc cassés, une télévision sur un socle, des chaises. Les fenêtres s'ouvrent par-dessus la route sur la mer 16 heures. Alertée, Caroline, en voyage en Angleterre, fait savoir qu'elle rentre de toute urgence. On s'aperçoit vite que l'état de la princesse s'aggrave. Elle ne reprend connaissance que par courts instants durant lesquels elle ne parle pas, mais gémit douloureusement. Le professeur Châtelain fait alors appel à un confrère, le professeur Jean Duplay, chef de service de neurologie du centre hospitalier de Nice. Ce dernier arrive à l'hôpital à 20 heures. Le prince Régnier et Albert sont présents. Le professeur Duplay s'adresse à eux en précisant qu'il accepte de s'occuper de la princesse à la condition expresse d'avoir carte blanche, exactement comme s'il avait affaire à n'importe quel patient. Le prince accepte avec empressement. Après avoir examiné la princesse, le professeur Duplay juge indispensable un examen du cerveau au scanner. Il n'y en a qu'un dans la principauté. Il est dans le cabinet privé radiologique de M. Mourou. 21h, traversée de Monaco en ambulance, derrière deux motards. La rue était barrée sur 300 mètres, de part et d'autre du cabinet. Entre une pâtisserie et une agence, l'ascenseur est trop petit pour une civière. Les infirmiers sont alors obligés de monter précautionneusement les 46 marches des 2 étages. Ils traversent le long du couloir tapissé de toiles brunes pour déposer la princesse dans la salle scanner. Après l'examen, les médecins sont atterrés. 2 lésions sont apparentes, indépendantes l'une de l'autre, mais l'une profonde ayant provoqué une hémorragie intradurale. Les praticiens savent alors qu'une solution chirurgicale n'apparaît plus possible. Pour eux, tout est fini. Ce n'est qu'une question d'heure, à moins d'un miracle. Descendre de 2 étages par l'escalier et retour à l'hôpital où circulent déjà les bruits les plus divers. On dit d'une chambre à l'autre que la princesse a eu le crâne rasé pour être trépanée. Le prince et Albert, prévenus par téléphone, sont revenus du palais. Avant toute certitude, selon un témoin, le prince avait un visage défait, les épaules voûtées. Il ne posait pas de questions, comme si déjà il avait pressenti l'irréparable. Il se rend ensuite dans la chambre de Stéphanie, près de laquelle il passe une partie de la nuit, pendant que dans la chambre numéro 112, à côté, la princesse Grace plonge dans une totale inconscience au port de la mort. Elle n'a plus de réaction apparente. La vie semble s'être détachée d'elle. Et au matin, elle entre dans un coma profond, ne tenant plus qu'à l'aide d'une assistance médicale artificielle. Quand la famille princière revient du palais, tous ont compris que c'est la fin. Le père Penzo, confesseur de la princesse. Suite, page 93. Quand même, ça n'avait rien à branler, hein, j'imagine, non? Pourquoi ils coupent comme ça? Ils se sont dit qu'on allait en avoir marre. C'était page 93. Ça se trouve, je l'ai déjà déglingué en plus.
j'ai envie de vous dire. Elle est où cette page 93? Alors, ils mettent le numéro des pages, puis d'un coup, on les a plus, quoi. Normal. Normal. Je suis à 110. « 91. Ouais, bah... Il n'y a pas de suite. Je ne l'ai pas. Apparemment, je ne l'ai pas. Ouais. Bon, bah écoutez. Prassant, hein. Non, que pensez-vous? Ouais, allez, on fera 100. Je vous refixe là-haut. Et puis, on attaque. Bon, j'ai pas la suite. Et puis en fait, ça fait 40 minutes que je vous l'ai dit. Alors, on va avancer. Mais en fait, je me dis, j'ai qu'une photo comme ça d'elle. C'est un peu glauque, hein. Mais bon. Tant pis. Chier, quoi. Eh bien, on va prendre là, déjà. Parce qu'en fait, on fait elle, mais... Oui. Je vais faire mon nez, là. Oui. Faire du bleu. Oui. Ah, l'argent n'arrête pas le malheur, hein. Vous voyez. C'est comme ça. Bon, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Déjà, ça sera pas mal. Est-ce que je vais la mettre celle-là quand même? Je sais pas. Puis je sais pas où sont mes autres magazines, parce que j'imagine bien que j'ai d'autres choses sur elle. Hein. Mais là tout de suite, voilà quoi. C'est chier de faire que tout ça mord quand même. Bon bah tant pis, on va faire avec ce qu'il y a. Je vais pas inventer ce que je n'ai pas. Si on a des petites douceurs. Je vais la découper là. Je sais pas que je veux pas son mari, mais pour l'instant je veux elle. J'ai coupé la tatine à pas lui, on s'en fout. Hein.
Hop. Ça va être quelque chose de très simple. Je suis pas sûre quand même d'avoir bien envie de la mettre dans son cercueil. J'en sais rien. Je trouve ça un peu glauque. Quand même. Mon histoire. Mais je vais pas jeter. Je pense qu'il y a moyen que je trouve d'autres choses dans le magazine de la mamie sur elle. Sur notre très chère princesse Grace. Donc, on ne saura jamais vraiment qui c'est qui conduisait. Seule sa fille et elle le savent. Quoi. Je vais mettre celle-ci. Également. Je crois que c'est elle, hein, il ressemble hein, quand même. Bon, il me semble bien, mais dans le dos, on ne va pas le mettre. Là, ça me fait chier de mettre ça. Ah, ouch. Ça est-ce que je pas ailleurs? Bien sûr que non. Si, j'aurais pu faire une double page. Paraît-tu le problème? Je te le découpe. Allez. On va juste les mettre eux comme ça. C'est léger, mais bon, je vous ai fait une grosse lecture du coup. Je sais pas, j'aurais dû saisir avant quand même. J'étais con. Je suis désolée de vous avoir pourri le collage qu'en fait la lecture. Mais je crois que je vais la faire vraiment au plus simple qu'il soit. C'est pas qu'on l'aime pas lui, hein, mais je peux le mettre un peu comme ça. Écoutez, je vais la faire toute simple comme ça. Parce que j'ai vraiment envie de garder en fait ça. Parce que je suis sûre que j'ai d'autres magazines qui parlent de la famille des princes de Monaco, de la Grâce et Quanetti. Et donc, hop, je peux m'affoler. Je vais mettre ça là comme ça là. Je vais coller. Et puis voilà. Pour ce jour 62. 82, année 82, page 62, 222. Oh merde, mais je crois pas celle-là, normalement, puis ça, je suis... C'est pas grave. C'est pas grave. On va s'en remettre, comme dirait l'autre.
40 ans qu'elle est morte en septembre 2022. Ça va faire 43 ans cette année, quoi. Elle est décédée. Ça passe, hein, comme dit l'autre. Donc on a dit, elle avait Stéphanie, elle a dit quoi, 17 ans quand c'est arrivé. Donc oui, elle n'était pas censée conduire. Je pense que c'est pour ça que ça a été très bizarre cette histoire, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'elle en veut à sa fille là? Est-ce qu'elle peut en vouloir une fois que vous êtes mort? Pas sûr. Dieu seul les morts le savent. Hop. Pas d'appel du garage. Pas d'appel. Super. Et la punition, la punition. Quelle tête de con. Bref. Voilà. Alors, ce petit bonbon là, j'aime bien, mais j'aime que les rouges et les jaunes. On va me mettre un espèce de verre dans la bouche, pas terrible. Vraiment pas terrible. Bon, et bien voilà. C'est léger, c'est simple, c'est efficace. On dirait que ça marche. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez surtout. Et la page un peu plus après. Ne faites pas trop les fous. Ciao, ciao!